On a une nouveauté sur le podcast. On a maintenant un partenaire qui est la microbrasserie La Barberie. Étant moi-même une fille de Québec, j'adore la microbrasserie La Barberie. Non seulement la bière est vraiment bonne, mais en plus, ils ont une nouvelle terrasse où est-ce que l'ambiance est au rendez-vous. Étant une propriétaire de chiens, en plus, 2 chiens, 2 Golden Retriever, j'adore aller à La Barberie parce que tu peux non seulement amener ton chien sur la terrasse, mais également à l'intérieur. Donc, super pratique. Ils ont une slotch aussi incroyable. Donc, si vous passez par Québec, allez essayer la microbrasserie La Barberie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a eu la chance de s'entretenir avec Marc-André Campagna, qui est le CEO et le cofondateur de Oxio, mais également de la compagnie Gaia. Donc, on a exploré tout l'univers numérique qui vient dans l'industrie du télécom. Et sans vous en dire plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Marc-André Campagna, bienvenue à l'Update. Coucou. Allô. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui, mais c'est un épisode spécial, pas juste parce qu'on te reçoit, mais aussi parce que c'est le premier épisode que Rosalie est là à la co-animation. Allô, Rosa? Allô? Rosa, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas vue encore, mais vous allez certainement la revoir si tu es assez bonne aujourd'hui, évidemment, mais d'après moi, tu vas être bonne. Mais Rosa, c'est notre directrice talent et culture chez ThirdBridge depuis quoi? 6 mois maintenant? 7 mois, ouais. Ça passe vite. Puis, on va se le dire tout de suite, ça va être une belle dynamique cet épisode-ci parce que Rosa et Marc sont un couple. Et on voulait absolument que Rosa soit là pour cette entrevue-là avec Marc, justement, pour qu'on puisse aller chercher le côté plus personnel. Absolument. Puis me faire une crise de panique. Absolument. Ça aussi. Fait que Marc, on va te laisser te présenter. Marc-André, cofondateur et CEO chez Gaia. Puis avant, j'étais cofondateur et CEO chez Oxio. Super. Courte, très belle et courte présentation. Oxio qui est dans l'industrie du télécom. Puis on le sait, l'industrie du télécom, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est du télécom, de la télécom? Des télécoms, la télécom, peu importe. OK, ouais, parfait. Comme tu le sens. Disons-le de la bonne façon, de la télécom, qui est une industrie qui a un NPS assez bas, qui ressemble un peu à celui des compagnies aériennes, qui est assez bas également. Avec Oxio, vous avez réussi à faire quelque chose qui apporte vraiment une belle expérience aux utilisateurs, à ceux qui vont se procurer vos services. C'était quoi le motif derrière tout ça? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Initialement, c'était pour essayer de régler le problème d'Internet chez mes parents à Pont-Rouge, Pont-Rouge Town. Puis, on avait une maison de campagne là-bas quand j'étudiais à l'université. Et on déménageait, on essayait de se connecter à Internet. Puis, on avait un Internet de piètre qualité TELUS à 3 mégabits par seconde pour 75 $ par mois. Puis, moi puis mon partner Francis, on a décidé de grimper dans des tours de télécom puis essayer d'amener l'Internet à mes parents. Puis Francis travaillait chez Bell à l'époque, puis on est juste tombé dans une loupe infinie d'essayer de comprendre c'est quoi cette industrie-là. Puis c'est comme ça qu'on a commencé en fait dans l'industrie. Puis Oxio est venu au monde à la suite d'un deuxième projet de télécom. On a commencé par déployer des réseaux de télécommunications sous le nom de Accès Télécom, puis essayer de démocratiser l'accès à Internet en région au Canada. Ça a été vraiment difficile, puis on s'est rendu compte justement qu'il y avait des gros problèmes de NPS dans l'industrie, que les gens étaient insatisfaits. Je connais personne qui est en amour avec son fournisseur de services Internet. Puis on a juste décidé d'essayer d'amener une expérience client qui était super. Puis dans le contexte actuel où est-ce que tu as des infrastructures qui sont déployées puis que tu peux utiliser ces infrastructures-là pour vendre des services Internet aux utilisateurs, on a utilisé cette législation, cette nouvelle façon de faire là pour amener l'Internet aux Canadiens puis essayer de focusser 100% sur l'expérience client en télécommunication. Wow, OK. C'est qu'un gros, des gros changements puis une grosse industrie à révolutionner presque. Là. Effectivement. Puis c'était quoi? Mettons là, tu dis, vous avez commencé ça, vous grimpiez d'un tour pour y arriver. C'est quoi les premiers éléments à attaquer pour être capable de réussir justement ce chiffre-là avec une compagnie de télécom? En fait, c'est vraiment une question de comprendre ce que le client a besoin. Puis je sais que ça sonne vraiment simple, mais tu sais, si tu connais pas l'industrie, puis c'est quoi l'avantage puis l'inconvénient de peu importe la façon de faire dans notre industrie, c'est quoi les avantages puis inconvénients de déployer un réseau de télécommunications de telle façon, que ce soit du câble, de la fibre optique,
du sans-fil, un réseau mobile, etc. C'est vraiment critique. Puis aussi, c'est une industrie qui est extrêmement opaque. Puis c'est la fondation de l'économie mondiale. C'est la raison pour laquelle tu es capable de faire ton podcast aujourd'hui, c'est à cause qu'il y a des réseaux de télécommunications qui ont été bâtis dans le passé. Puis c'est une industrie qui touche tous les humains sur la planète Terre, ou pratiquement tous les humains sur la planète Terre. Il n'y a pas beaucoup d'humains qui comprennent comment c'est construit puis comment c'est fait. Puis c'est juste ça qui nous a fascinés depuis le début. Puis se rendre compte de c'est quoi les besoins puis tout ça, ça nous a amené à arriver à des conclusions que les compagnies de télécom, c'est une industrie qui est vraiment opaque. Ta facture que tu payes pour tes services Internet, des fois, ça te prend un PhD juste pour essayer de démystifier. Tu as un bundle pour telle affaire. Puis là, si tu enlèves ton mobile, l'agent à ton téléphone va te dire ça va te coûter 3 fois plus cher. Là, tu es comme, j'enlève un service pour que ça me coûte 3 fois plus cher. Là, ensuite de ça, si tu appelles au service à la clientèle de chez Bell, TELUS ou quoi que ce soit, ils vont te flipper 3 fois de département. Là, tu es là, pourquoi une fois, je veux juste updater ma carte de crédit. Fait qu'on a vu plusieurs problématiques, puis c'était vraiment ça qu'on essayait de régler, en fait. C'était rendre ça le plus simple, puis on appelait ça le plus fair and sustainable pricing. Fait que le plus juste et whatever. T'as le droit aux anglicismes. Les anglicismes, le plus juste et durable, exactement. Une chance que ma blonde est là. Le plus juste et durable. Puis, on a essayé de faire ça à travers une expérience digitale qui était exceptionnelle. Puis, on est devenu le fournisseur de services Internet au Canada à la plus forte croissance et le plus aimé au Canada aussi en fonction de toutes les Google Reviews. Puis, je sais que tu me posais des questions sur Oxio, mais tu veux qu'on embarque sur Gaia? Comment tu voyais ça? Là, je répondais plus par Oxio, mais je voulais faire le pont. On peut sauter dans Gaia puis en parler parce que justement, parlons du fait que Oxio a été vendu. Ouais. Et là, après ça, maintenant, tu te concentres à 100% sur Gaia. Fait exact. que parle-nous-en de Gaia. Fait qu'on a eu une forte croissance avec Oxio. On est devenu le fournisseur Internet à la plus forte croissance au Canada. On s'est fait approcher par plein de gros joueurs pour nous acquérir. Puis nous, c'était important pour nous que nos clients soient bien servis, que l'expérience reste avec la même philosophie qu'on a bâti la compagnie. Fait qu'on a décidé de travailler avec Cogeco, qui est comme le plus petit des plus gros joueurs. Donc, on s'est fait acquérir par Cogeco. Puis nous, en parallèle, pour bâtir cette compagnie-là, on avait 100% un focus sur le logiciel puis c'est quoi l'expérience client. Fait qu'on a bâti un logiciel qui est un système d'opération pour gérer ton entreprise. La façon la plus simple de le voir, c'est Shopify, mais pour les compagnies de télécom. Fait que tu as une plateforme transitionnelle, tu peux gérer ton inventaire, tu peux gérer tes techniciens qui se déplacent pour installer le client, puis tout ça, c'est automatisé puis sous la même plateforme. Donc, on a vendu ça en 2023, mars 2023, puis depuis juin 2023, on est maintenant une compagnie à part entière chez Gaia, puis on a gardé la propriété intellectuelle qu'on a bâtie pour Gaia. Puis maintenant, on est une compagnie, puis on a levé une ronde de financement dernièrement. On a annoncé la semaine dernière qu'on a levé 18 millions canadiens pour scaler notre compagnie, puis aller bâtir le produit, aller rejoindre plusieurs fournisseurs de services Internet à travers le monde. On a maintenant 20 fournisseurs de services Internet à travers le monde qui utilisent notre logiciel, autant au Canada, États-Unis, Amérique latine que l'Europe. Puis, c'est ça. Donc, TLDR, je reviens. Ce qu'on fait, Gaia, c'est un système d'opération pour les compagnies de télécom. Pensez Shopify, mais pour les compagnies de télécom. Puis, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on était un opérateur avant, puis on n'avait pas de bonne solution pour répondre à nos besoins. Donc, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes. J'avais le cheval par la queue. J'avais plein d'idées qui me venaient dans la tête qui faisaient... C'est mieux, je pense, le cheval par la queue. Le cheval par la queue, that's it. Fait que j'ai décidé de prendre le cheval par la queue. Puis, on a décidé de bâtir une compagnie autour de ça. Nice, très cool. Rosa, tu veux-tu ajouter quelque chose? Non? Ben oui, par rapport à vos clients, là, ça fait 1 an, puis en le disant, j'ai réalisé que vous aviez fait vos 1 an chez Gaia. Puis c'était quoi vos objectifs que tu avais en tête pour la première année, puis finalement que vous avez atteint? Mm-hmm. On voulait avoir 5 clients. Tu sais, il faut se rappeler que bâtir un logiciel pour toi personnellement versus bâtir un logiciel pour plusieurs compagnies, que ça soit multi-tenant, que ça soit scalable pour tous les différents clients, c'est vraiment
2 types de produits complètement différents. Fait que quand on a vendu en juin, en fait, ce qu'on avait pratiquement, c'était un système d'opération pour notre compagnie, puis il fallait découpler tout ça, puis le rendre scalable, puis rendre un vrai produit SaaS pour que d'autres compagnies de télécom puissent utiliser le produit. Puis notre objectif, c'était d'avoir 5 clients, dont au moins un aux États-Unis. Puis finalement, 12 mois plus tard, on a 20 clients. Les 20 clients ne sont pas encore live 100% sur la plateforme. On a 11 ou 12 qui sont live, puis 8 qui sont dans la queue. Je parle souvent de queue aujourd'hui, mais bon, pour la queue, qui sont dans la queue d'être onboardés, excusez-moi pour les anglicismes. Puis ça va super bien. Puis on est vraiment excités. La majeure partie de nos clients sont aux États-Unis, puis on a un client en Europe, un en Amérique latine, puis un au Canada, qui est Cogeco, en fait, Oxio, qui roule encore sur notre plateforme. Cool. Puis je reviens justement à Oxio parce que là, tu dis, on a été capable d'aller régler une problématique que nous, on avait avec Oxio, mais pourquoi tu penses que c'était autant compliqué pour les autres compagnies de faire ça, puis que vous avez été capable de briser cette roue-là, puis de rendre ça simple? Qu'est-ce qui cause toute cette friction-là? J'imagine que vous devez le voir aussi chez Third Bridge. Tu sais, vous travaillez avec plein de compagnies qui sont super connues, qui ont une super expertise spécifique, qui n'est pas le logiciel. Puis nous, pour nous, les fournisseurs de services Internet, c'est littéralement des héros. Comme j'ai dit, c'est eux qui font rouler l'économie mondiale. Puis leur talent, puis leur focus, c'est bâtir un réseau, puis le déployer, puis gérer les clients qui sont sur ce réseau-là. Mais tout l'aspect logiciel qui peut les aider à créer une expérience, c'est vraiment une arrière-pensée des fois parce que c'est tellement cher déployer une infrastructure, ça coûte tellement cher, ça nécessite tellement de ressources, tellement d'expertise, autant que de l'ingénierie, que des techniciens, que de l'administration, les gens qui déploient ça. Fait que c'est vraiment, vraiment complexe. Puis nous, on a eu la chance d'être un fournisseur Internet digital parce qu'on utilisait le réseau des gros joueurs pour vendre nos services au Canada. Fait que de cause à effet, notre expertise, ça a toujours été le logiciel. Puis ça a toujours été comment qu'on améliore l'expérience client avec le logiciel. Mm-hmm. Puis comment on connecte le monde physique au monde digital de ces utilisateurs-là. Ouais. Puis ça a toujours été notre focus. Puis on se rend compte que partout à travers le monde, les fournisseurs de services Internet, peu importe le réseau que tu déploies, ben, sont focusés sur leur infrastructure, puis ils ont moins d'infrastructure aussi. Ils ont moins de focus aussi, ils ont moins de compétences en logiciel. Ouais. Puis aussi, juste la même chose, tu sais, si tu prends par exemple tous les développeurs dans le monde qui sortent des universités, puis etc., la dernière industrie qui veulent aller travailler dedans, c'est peut-être l'industrie des télécoms, malheureusement, tu sais, parce que ça n'a pas la même réputation que les industries en tech, que les compagnies comme Third Bridge qui ont une culture qui est vraiment nice, qui est centrée sur justement le talent puis comment développer ce talent-là. C'est pas toujours la même chose dans d'autres industries, fait que c'est difficile aussi pour ces compagnies-là d'aller chercher les talents qui auraient besoin, que nous, on est capable d'aller chercher parce qu'on a une différente approche, on a une culture différente, puis 100% de notre compagnie est bâtie sur focuser sur ces talents-là, ces développeurs-là, pour créer une business qui est successful. Puis quand tu dis ils savent pas nécessairement bâtir un bon logiciel, c'est quoi pour toi un bon logiciel? Puis qu'est-ce que vous avez fait qui fait en sorte que votre solution était la bonne? Ben, c'est aussi simple que régler des vrais problèmes dans le monde réel, pour moi, pour les clients, puis aider les entreprises. Tu sais, je pense que, un exemple, ce matin, j'ai notre team lead qui gère, on l'appelle la squad consumer. Ouais. Ben, eux, ce qu'ils font, c'est le gros partie de leur travail dans les prochains mois, c'est toute la plateforme transactionnelle, justement, l'expérience que quand tu vas sur le site de nos clients puis que tu es rendu à shopper sur tes services, à magasiner tes services de télécom, ben eux, c'est tout eux qui bâtissent ça. Puis nous, on est tellement dans notre petit monde de... Je suis pas développeur, mais j'interagis j'interagis toujours avec ces étranges spécimens-là constamment parce que notre équipe est bâtie autour de ça. Puis c'est facile des fois de s'isoler puis de plus penser au monde réel de l'impact que tu as. Tu sais, à la fin de la journée,
la plateforme transactionnelle que tu bâtis, c'est pour que des clients puissent magasiner sans friction des services d'Internet, puis qu'ils aient le produit qu'ils veulent dans le plus petit temps possible, puis que ces entreprises-là puissent aider leurs futurs clients à magasiner leurs produits et services. Ouais. Mais quand tu es en sprint, quand tu es en train de penser au software, des fois, c'est loin de la réalité de ce qu'on doit faire. Puis ma job, c'est un peu toujours d'essayer d'aller bridger le gap entre la vraie vie, le client, essayer de me mettre dans la place du client qui va magasiner en ligne, puis notre équipe qui va bâtir le produit, puis essayer de toujours marteler le point sur « Ah ben on bâtit ça pour ça exactement. Fait que pour moi, un bon software, puis tu sais, il y a plusieurs, je pense qu'il y a infini de définitions à ce sujet-là, mais pour moi, un bon software, c'est vraiment un software qui aide nos clients dans leur entreprise, puis qui aide leurs clients à eux, puis à créer de la valeur pour eux. Là. C'est vraiment ça notre focus, puis c'est là-dessus qu'on se concentre à chaque jour. Nice. Puis tu disais, tantôt je t'ai entendu dire, je suis pas développeur, mais, puis justement, étant pas développeur, mais étant dans le milieu de la tech, comment tu y es arrivé? Est-ce que initialement tu disais que tu avais un partner avec Oxio? Est-ce que c'est cette personne-là qui a géré un peu plus la partie tech? Ou tu as développé des skills de développeur? Ou vous êtes allé avec une agence à l'externe pour vous aider à scaler plus rapidement? C'était quoi le setup? Non, comment je suis arrivé dans l'industrie de la tech, c'est vraiment par hasard. C'est un de mes amis, Samuel Turgeon, le fondateur de Holos, qui est une autre belle compagnie à Québec. Hein? Le Gruau. Le Gruau, Absolument. les Overnight Oats, ouais. Lui, il a déménagé à 18 ans à Toronto, puis il a parti un startup qui s'appelait Jamcam, qui est genre TikTok, mais avant TikTok. Puis Un visionnaire. Ouais, un visionnaire. Puis, maintenant, on s'avait perdu de vue. On est allé au primaire, puis une partie du secondaire ensemble. Puis un jour, on s'est revus début vingtaine, je pense. Puis c'est comme lui qui m'a exposé au monde des startups. J'avais aucune idée que ça existait avant. Tu sais, je suis né à Bécomo, j'ai grandi à Québec. Pour moi, des business, c'était le dentiste du coin, l'épicerie, tu sais, tout ce qu'on était impliqué, tout ce qu'on voit à chaque jour. Puis c'est Sam qui m'a exposé qu'il y avait des compagnies comme Cool, Edgy, qui réglaient des problèmes, qui avaient des cultures nice, puis j'avais aucune idée que ça existait. Fait que quand Sam m'a introduit à ça, je suis tombé dans un rabbit hole de juste essayer de lire tout ce que je pouvais par rapport à cette culture-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai juste jamais sorti. J'ai 2 rabbit holes à ce niveau-là professionnellement. C'est le monde des startups puis la télécom, puis je suis jamais sorti des deux. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné l'idée d'essayer de bâtir quelque chose. Puis l'opportunité est comme arrivée juste naturellement par mes parents qui déménageaient. Puis j'ai été exposé à encore une fois organiquement, à la gang la plus nice de développeurs que je pouvais être exposé à, selon moi, à Québec, qui sont devenus mes co-founders, par mon avocat de notre première business, qui sont frères jumeaux. Dans le fond, mon cofondateur Olivier, son frère jumeau, c'est notre avocat depuis le jour 1. Puis j'ai été exposé à eux, puis par osmose, puis en parlant de plein de problèmes, puis comment on pouvait résoudre, puis avoir un impact. Ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis, en fait, Oxio a commencé, au début, on voulait bâtir un réseau, finalement, on a pivoté la business. Quand on a pivoté la business, on s'est rendu compte, le software va être vraiment le edge différenciateur de notre business. Donc, je suis allé voir les 3 gars qui sont devenus mes cofondateurs, qui avaient une firme de développement qui s'appelait Topaz Web à l'époque à Québec. Puis j'ai essayé de les convaincre de joindre notre équipe et de quitter leur agence. Chien. Ouais, chien. C'était chien. C'était... ouais. Mais c'était... Je sais même pas pourquoi ils ont accepté, en fait. Je comprends pas pourquoi. Mais c'était pour moi, de mon côté, c'était une des plus belles choses qui nous soit arrivées. Puis ils ont décidé de joindre l'équipe. C'est comme ça qu'on a commencé à bâtir. OK. Fait que tu t'es entouré des bonnes personnes. Ouais, on peut dire ça comme ça, for sure. OK. On teste un nouveau segment aujourd'hui. C'est un petit quiz. Fait que Marc, t'es l'heureux élu pour entamer ce nouveau segment du podcast. C'est un segment qui est présenté par notre partenaire, La Barberie. Et avant même qu'on commence le quiz, Rosa, qu'est-ce que tu bois? Je bois une sûre fraîche, fraise et pêche. Fraîche. Sans alcool. Oui, sans alcool. C'est bon. C'est très bon. J'adore. J'adore tout ce qui est au pêche, puis elle, délicieuse. Délicieuse. Toi, Marc, qu'est-ce que tu bois? Placebo, blonde citron lime, succulente. 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 Nice. Puis moi, c'est également une placebo, sans alcool,
sûre aux framboises, je l'adore. Je la sirote depuis tantôt en est buvant les paroles de notre invité. C'est merveilleux. On commence le petit quiz. C'est 2 questions, choix de réponse, juste pour tester tes connaissances sur l'industrie dans laquelle tu travailles. T'es prêt? 100%. Première question. Quel pays a la vitesse Internet moyenne la plus rapide? A, le Canada. B, la Corée du Sud. C, Singapour. Ou D, la Suède? Facile. La Suède. C'est pas vrai. Singapour. Oui. Juste Singapour a la vitesse moyenne la plus rapide au monde avec une moyenne de 278 Mbps. Mégabit per Méga. OK, c'est ça. Fait que tu l'as pas eu. Deuxième question. Il va falloir que tu nous redonnes la casquette. Quelle est la signification du terme Wi-Fi? A. Wireless Fidelity, Wireless Fiber ou Wireless Field? D. Aucune de ces réponses. Ouais. Le troisième, c'est quoi? Field. Wireless Field. Puis D. Aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. C'est la bonne réponse. Yes. Wi-Fi, ça veut rien dire. Beaucoup de gens croient à tort que le terme Wi-Fi est l'abréviation de Wireless Fidelity, alors que Wi-Fi est en réalité une marque déposée qui fait référence aux normes, je vais pas vous les nommer. Bref, Okay. ça veut rien dire. Je le savais. Fait que, aussi simple que ça, le nouveau segment du quiz, ça nous a permis de prendre une petite gorgée de bière. On retourne à l'épisode. Puis moi, je m'intéresse au côté plus reconnaissance, justement, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus cofondateurs? Comment ça s'est passé? Puis vous êtes 5, si je me trompe pas? On est 6. On a Olivier, Alexandre, Gabriel, Simon et Marc-Olivier. Puis c'est toujours le fun dans un call avec Marc-Olivier, Olivier, puis Marc, moi. Puis là, il faut expliquer, genre, ouais, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas incestueux, notre affaire. Mais comment c'est venu? Ben en fait, il était pas cofondateur de Oxio, mais c'est tout comme si, là, il avait juste pas officiellement le titre. Puis quand on a bâti Gaia à l'intérieur d'Oxio, puis qu'on a vendu Oxio, il y a une partie d'équipe qui est allée chez Cogeco, puis toute la partie... Oh, tu vois la gesticulation, comment ça se passe? Il y a une partie d'équipe qui est allée chez Cogeco, puis une partie Product and Engineering qui sont restés avec nous. Puis, quand on a vendu l'entreprise, on a décidé, ben, c'était juste évident, c'était qui les cofondateurs de cette compagnie-là, puis on l'a juste officialisé que les 5 autres faisaient partie de la team fondatrice. Cool. Puis avec Gaia, fait que là, tous ces gens-là sont devenus des cofondateurs de Gaia. Puis là, avec Gaia, ça ressemble à quoi le setup? Il y a combien est-ce que c'est majoritairement des développeurs dans l'équipe? Ouais. Ouais. On est 52 employés aujourd'hui. Je te dirais 35 et plus, c'est produits puis ingénierie. Mm-hmm. Puis le reste, c'est des suits comme moi qui essayent de vendre le produit RH, des gens people comme notre personne à côté. Oui. Puis vente, je dirais. Tu sais, business de software, ça finit toujours par être go-to-market, fait vente et software. Puis après ça, tu as toutes les support functions qui supportent tout ça. Mais c'est un peu ça notre setup. OK. Puis justement, une grosse équipe de dev comme ça, j'y voyais sur votre site qu'il est écrit que vous développez des nouvelles vous lancez des nouvelles fonctionnalités à chaque semaine. Je suis intéressée de savoir comment vous pouvez rester aussi agile à ce niveau-là, puis toujours lancer des nouvelles fonctionnalités à Gaia. On déploie à chaque jour, plusieurs fois par jour. Le pourquoi on est aussi agile, tu sais, moi je peux parler d'un point de vue philosophique puis management de tout ça. Oli, tape-moi sur le bras, fais-moi mal si jamais je dis des choses qui n'ont pas de bon sens, mais d'un point de vue, notre team, on a suivi le concept des Shopify, Spotify, Squad, pas Shopify. Comme ça se ressemble. C'est toujours, ça se ressemble. Le concept là, de séparer les squads, puis tout ça, d'avoir des teams qui sont bien intégrés avec les devs, le team lead, puis le designer, le PM, tous les gens qui ont pour bâtir le produit. Puis chaque équipe a un produit core de la plateforme qui gère de façon autonome. Puis l'autonomie, c'est vraiment, je te dirais,
on a une de nos valeurs que c'est freedom and accountability. On donne la liberté. Je pense pas qu'on est des managers traditionnels où est-ce qu'on a on tient les gens serrés à la liste de dire quoi faire. On donne, même ça peut être, souvent tu peux avoir le vertige quand tu rentres chez Gaia parce que tu as tellement d'autonomie que les gens des fois peuvent pas savoir où s'enligner initialement. Mais je pense que si tu veux avoir une compagnie qui croît puis que tu n'as pas à avoir du overhead de management quand tu scales ta compagnie, tu n'as pas le choix de donner le plus d'autonomie que tu peux possible à tes ressources puis leur faire confiance. Puis c'est vraiment notre philosophie. Donc, je te dirais que d'un point de vue gestion, c'est vraiment essayer de empower, donner les outils. Puis notre département de people, c'est vraiment on adopte vraiment la philosophie de servant leadership, de be in service of et non l'opposé que les contributeurs individuels soient au service des gestionnaires. Puis de empower toutes ces ressources-là, leur donner les bons outils, le contexte, essayer d'être le plus transparent qu'on peut dans les décisions qu'on peut pour que les gens qui travaillent chez nous sont super intelligents, ils ont des super conditions, des super salaires, puis on veut travailler avec leur cerveau pour qu'ils prennent les meilleures décisions, puis il y a plein de choses qu'on sait pas, puis on veut que ces gens-là aient tout le contexte pour prendre ces décisions-là. Puis le fait qu'on soit capable d'être aussi agile, c'est le empowerment de nos ressources. Je pense que c'est ce qui nous permet de ne pas avoir à prendre chacune, que je sois impliqué dans chaque micro-décision, puis que je puisse me concentrer sur ce qui est important pour moi. Puis de cette façon-là, ça scale vraiment d'une belle façon. T'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, ces déploiements-là, j'imagine que ça se fait par rapport à des besoins du client, de vos nouveaux clients. Donc, qu'est-ce qui fait que, justement, un déploiement peut être décidé d'être fait ou pas? Je suis pas la bonne personne pour répondre à ça, sauf que ce que j'ajouterais, c'est que on a tellement un gros backlog, là, une liste de choses qu'il faut qu'on fasse pour nos clients, que la décision de déployer ou pas il y a comme pas vraiment de décision à prendre par rapport à ça, c'est plus faut bâtir pour nos clients le plus rapidement possible, puis on sait ce qu'il faut bâtir avec eux. Le challenge qu'on a des fois, c'est c'est difficile de mettre un chiffre, là, on n'a pas tagué exactement, mais je dirais que 80 ou 90% de notre roadmap vient de des demandes clients. Puis le reste, on se le garde pour des choses qui sont vraiment innovatrices, que quand on prend tout le feedback de tout le monde, on se rend compte que faut aller là, mais que les clients ne seront pas capables de le vulgariser, que c'est ça qu'ils ont besoin, mais nous, en ayant eu tout le contexte, on pense que c'est là qu'il faut aller. Puis on prend des moonshots qu'on peut appeler, on essaye de transformer le produit puis d'arriver avec quelque chose d'innovateur dans l'industrie. L'autre partie, c'est vraiment un roadmap qu'on s'assoit avec le client, c'est ça son besoin, puis quand on l'entend, c'est souvent d'assez de clients, là, on commence à le prioriser. Puis si tu ajoutes ça, toutes ces demandes-là de clients de différentes teams, tu te rends compte que chaque team, juste naturellement, la cadence, c'est qu'il y a une team où il y a certaines personnes qui vont déployer cette journée-là tout le temps. Fait qu'il y a juste un flow continu d'amélioration de notre logiciel. Puis mettons, quand tu dis les demandes clients, là, comment tu fais pour juger ça, c'est une bonne demande, on va la prendre en considération versus ça, on n'est pas nécessairement obligé de se concentrer là-dessus. Là. C'est quand tu es un startup, tu n'as pas le choix de prendre des décisions avec peut-être 30, 40, 50% de l'information que tu as besoin d'avoir pour prendre cette décision-là. Souvent, à notre stade, les grosses décisions viennent c'est des décisions d'opinion, c'est pas des décisions, c'est bien beau dire que tu vas être data-driven ou que c'est les données qui priment, puis tout ça, puis je suis d'accord que dans certaines décisions, les données priment, mais si tu prends juste des décisions sur les données, tu vas pas réinventer la roue, parce que si tu veux réinventer quelque chose, t'as pas les données pour réinventer le nouveau produit ou la chose qui va changer l'industrie, Fait que c'est important de savoir dans quel bucket tu te situes puis dans quelle décision tu prends. Est-ce que c'est une décision qui mérite d'avoir les données clients puis aller voir comment nos clients opèrent, comment ils prennent une décision, d'aller shadower un technicien ou un agent au service à la clientèle pour voir quand il prend ses décisions, puis aller chercher ces données-là ou juste utiliser les données qu'on a dans notre logiciel d'utilisation de la plateforme. Ou c'est une décision d'opinion que tu n'as pas toute l'information puis qu'il faut que tu la prennes. La chance qu'on a, c'est qu'on était dans les souliers de nos clients. Je pense que c'est ça un de nos gros différenciateurs, c'est que
le CEO que j'essaie de convaincre d'utiliser notre logiciel, j'étais dans ses souliers il y a 1 an. Fait que je suis capable d'avoir des opinions fortes pour le meilleur et pour le pire des fois sur des choses qu'on doit faire. Puis mon opinion est forgée de les interactions que j'ai avec les clients, ce que je lis sur l'industrie, ce que j'expérience, ce que je vis quand je suis un client de ces services-là. Puis je bâtis mon opinion en conséquence, mais ça reste tout de même une décision d'opinion qui pourrait être absolument vraie comme absolument fausse. Puis c'est important, je pense, en équipe de savoir de quel bucket que t'es. Puis si c'est une décision d'opinion, ben c'est qui apprend dans l'équipe? C'est qui est le plus près du problème? Puis une fois que cette personne-là l'apprend puis que tout le monde sait que c'est une décision d'opinion, ben il faut agree to disagree aussi. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui sont d'autre bord, c'est comme nous, on fait confiance avec la liberté puis l'accountability qu'on donne à notre monde de cette personne-là, c'est la personne la plus proche du problème, donc c'est la meilleure personne pour prendre cette décision d'opinion-là. Parfait, excellent. Puis moi, j'avais une autre question. Vas-y. Par rapport aux clients, il y a un gros marché en Amérique latine. Là, vous êtes plus aux États-Unis. Vous avez débuté, vous étiez au Canada. Et Cogeco l'est toujours. Mais c'est quoi la différence entre le marché, finalement, ces 3 marchés-là et peut-être d'autres potentiels? La seule chose à laquelle je pensais quand tu parlais, c'était comment t'es cute. on va faire un clip avec ça. Salif, non. Je t'agace. C'est vrai que t'es cute, mais j'ai compris ta question. C'est rouge. La différence des 3 marchés, c'est notre industrie, c'est une gigantesque industrie, mais les preneurs de décision sont à 2 ou 3 degrés de séparation de nous. Donc, c'est vraiment comment tu bâtis la relation, puis comment ta stratégie de go-to-market, comment tu te positionnes pour être capable d'être devant ces preneurs de décision-là. Puis on a toute une stratégie derrière ça. Mais la différence entre les différents pays, c'est vraiment la façon puis la philosophie que les réseaux de télécom ont été bâtis. Puis on est dans une industrie qui est hautement régulée. Fait que le gouvernement a eu des gros impacts dans l'industrie. Au Canada, par exemple, quand le téléphone est arrivé, le gouvernement a donné des monopoles à quelques compagnies à travers le monde, à travers le territoire du Canada. Puis c'était, voici des sous, allez vous occuper de Rimouski, puis vous allez avoir le monopole pour les 10 prochaines années. Puis encore aujourd'hui, on vit des effets de ça, de comment ça a été fondé. Puis c'est pas pour rien qu'au Canada, il y a quelques petits joueurs qui ont les grosses parts de marché. Historiquement, c'est comment ça a été bâti. Puis il y a des pays qui ont eu de la meilleure... il y a des pays qui ont eu des pires pratiques et des meilleures pratiques pour susciter la compétition dans le marché. Puis en Amérique latine, je te dirais que c'est beaucoup plus dispersé. Tu as beaucoup plus de petits joueurs. Chaque pays est vraiment différent. L'Amérique latine, c'est pas un size qui fait tout le continent. Tu sais, au Brésil, tu as 6000 fournisseurs de services Internet. Non, excuse, tu en as plus de 10 000. Au UK, tu en as 600. Tu sais, c'est différent. Au UK, tu as un gros réseau que tout le monde s'assoit dessus puis l'utilise pour vendre leurs services. En Amérique latine, c'est plusieurs réseaux. Tout le monde possède son réseau. Puis aux États-Unis, c'est un peu un mix des deux. C'est tellement un territoire qui est vaste que les grosses parts de marché, c'est les gros joueurs. Mais là, aujourd'hui, puis c'est ce sur quoi on met, si tu vois plein de plus petits joueurs qui mettent la main à la pâte, qui sont rendus avec des plus grandes ressources, puis qui ils déploient, puis ils croient qu'ils ont comme le couteau entre les dents d'essayer de s'attaquer aux gros joueurs de ce marché-là. Fait que c'est vraiment différent, mais à la fin de la journée, c'est une question de relation qu'on est capable de bâtir avec ces joueurs-là. Alright, on approche de la fin déjà et il y a une tradition à l'update. On a la question dans le chapeau. Habituellement, c'est une tuque, mais là, c'est l'été, on upgrade, c'est une casquette. Et tu vas pouvoir piger une question. Si tu réponds adéquatement à la question, selon moi puis Rosa, si on trouve que tu es assez bon, on va te donner la casquette, tu vas pouvoir la porter fièrement. Cool. Je te laisse piger. OK. Quelle est l'application la plus utilisée dans ton téléphone? Et là, faut pas que tu répondes Safari, Gmail ou genre Chrome, c'est illégal. OK. Je dirais Perplexity puis Strava. Ah, ben oui. Heatsly.
Eat Sleep. C'est quoi ça? De temps en temps. Eat Sleep, ça? Ouais. C'est un matelas qui contrôle la température. Votre fameux matelas. Oui. Ouais. On n'avait pas ça. Ouais. Mais, ouais, Strava, tu dirais? Puis Perplexity? Je dirais Perplexity. Perplexity, c'est comme un nouveau Google qui va vraiment bien. Puis, maintenant, au lieu de chercher dans Google, je cherche sur Perplexity. Pourquoi c'est mieux que Google? C'est un nouveau AI startup qui indexe de façon différemment les recherches puis tout ça, mais j'ai aucune idée quand ça marche en arrière. Là. Mais à toutes les fois, tu sais, je comparais au début beaucoup les recherches Google versus Perplexity puis d'autres aussi. ChatGPT puis Perplexity, ce qui est nice, c'est que les réponses sont vraiment accurate, puis aussi tu as directement accès aux sources, puis tu as des résumés en dessous, puis tu as d'autres, c'est comme ça. Tandis que tu as juste des petits numéros, puis là, il faut aller voir la source dans ChatGPT, c'est comme un step de plus, ça me gosse. Fait que Perplexity, ça va bien. C'est comme un package que tu as tout en même temps là, avec Google. Ouais. Okay. Ouais. Nice. Puis Strava, évidemment, tu es un grand coureur. Cours un petit peu, ouais. Cours de temps en temps. Donne beaucoup de coups d'eau. J'ai pas de réseau social, fait qu'on dirait que quand t'as pas de réseau social, il faut que ton cerveau en trouve un pareil. Fait que là, c'est comme des fois, je m'en vais scroller pour aucune raison, Strava. Puis je suis complètement déconnecté, mais c'est juste, faut que je scrolle un réseau social. Des fois, je fais ça avec LinkedIn aussi, puis LinkedIn, des fois, c'est pas toujours ultra déprimant. Le plus intéressant. Sauf Third Bridge, tous les contents reliés à Third Bridge. Mais ouais, je te dirais que c'est les deux que j'utilise le plus. C'est vrai que tu es un excellent follower Strava. Je l'ai dit devant la caméra. Là, kudos à tous les gens que je suis, 100% de ça. Ouais. On te remercie pour ça. Puis on te remercie pour ta participation à l'update. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à Rosa aussi d'avoir été là. Merci Virge, merci Marc. Absolument. Puis on rappelle à tous les auditeurs d'aller suivre l'update sur Instagram, Spotify, YouTube. On met plein de contenu. Je pense que c'est bon. Fait que allez nous suivre. Merci Marc. Avec plaisir.